Histoire ennuyeuse pour s'endormir. La vie quotidienne d'un fabricant de bougies byzantins. Salut à tous, ce soir nous allons enfiler les sandales d'un fabricant de bougies byzantins, oui, vraiment. Tu avances à travers les ruelles tortueuses de Constantinople alors que les étoiles traînent encore paresseusement dans le ciel parce que ton travail commence bien avant le lever du soleil. Ton souffle se condense légèrement dans la fraîcheur matinale. Et l'odeur ? Eh bien, disons simplement que si tu n'as jamais rencontré un tonneau de graisse animale tiède à 4 heures du matin, tu vas vivre une sacrée expérience. Tu ne sortiras probablement pas de cette carrière avec ton odorat intact. Alors, avant de te mettre à l'aise, prends un moment pour aimer la vidéo et t'abonner, mais seulement si tu apprécies vraiment ce que je fais ici. Et dis-moi en commentaire, d'où écoutes-tu et quelle heure est-il chez toi? Maintenant, baisse la lumière, allume peu. Être un ventilateur pour un fond sonore doux et plongeons ensemble dans le voyage de ce soir. L'atelier de bougies est plutôt une cabane, pour être honnête. Tu te baisses sous une poutre en bois basse, écartes un rideau de laine raide incrusté de taches de cire et entres dans le monde chaud, enfumé et intensément parfumé du suif. L'espace de travail brille déjà faiblement grâce au reste de bougies d'hier. Des crochets au mur soutiennent des louches en fer, des cuillères tordues et d'étranges passoires en cuivre. Sur un foyer de pierre, un chaudron à large ouverture mijote d'une manière inquiétante. À l'intérieur, de la graisse de mouton fondue, pure, gélatineuse, doucement frémissante. Le processus commence par la collecte de la matière première. C'était la joie d'hier. Fouiller les entrailles à l'abattoir, là, bas, près de la corne d'or, où tu te frayes poliment un passage entre les bouchers pour leur demander les restes dont personne ne veut. Tu charges des sacs graisseux de tendons et de lard, pris pour que le soleil ne tape pas trop fort, et tu ramènes tout ça à travers des rues déjà saturées d'odeurs de poisson, d'encens et de théologie échauffée. Aujourd'hui, on passe à l'ébullition. Tu remues lentement le chaudron avec une grande spatule en bois qui a connu de meilleurs siècles. L'odeur s'épaissit. La graisse chaude rencontre des traces de cendres, de poils et de la pauvre mouche malchanceuse qui a décidé de mourir noblement au nom de la lumière. Tu as un haut-le-cœur, ça va, tu t'y habitueras. Plus ou moins. Le suif, c'est la cire du pauvre moins cher, plus fumant et plus rapide à produire. Les riches préfèrent peu, être la cire d'abeille, mais tes clients à toi, ce sont les monastères, les poissonniers et les ménagères de classe moyenne qui veulent juste une lumière pendant qu'elles éviscèrent leurs carpes. Pendant que le chaudron bouillonne, tu prépares tes moules. Des cadres en bois doublés de roseaux, avec des ficelles pour les mèches tendues bien droites et pincées, avec de petits pois en os à la base. Il y a un rythme à suivre, comme poser des pièges ou faire du pain. Verser, refroidir, tordre, couper. Verser, refroidir, tordre, couper. Tu es en quelque sorte la version humaine d'une grotte stalactite lent, répétitif et légèrement humide sur les bords. Parfois, tu te surprends à fredonner des hymnes. Pas parfois religieuses, surtout parce que ça aide à garder le rythme. Mais la mélodie s'échappe du rideau et attire un ou deux moines de passage qui entrent, se signent à cause de l'odeur et demandent si les bougies sont prêtes pour la procession du dimanche. Tu réponds « presque », car la dernière fournée sent encore la chèvre. Les historiens débattent encore pour savoir si les ateliers de bougies au suif étaient considérés comme de véritables corporations ou seulement comme des nuisances tolérées dans les coins de la ville. Ce qu'on sait, tu n'étais jamais le voisin préféré. Entre la fumée, l'odeur et les livraisons nocturnes, les fabricants de bougies avaient le charme social d'un percepteur enrhumé. Tu écumes la mousse graisseuse à la surface du chaudron et la jettes dans un petit seau sur le côté. Plus tard, tu la feras sécher pour en faire une pâte, y ajouteras de la menthe séchée ou de la lavande et essaieras de la vendre comme un baume rustique pour les pieds. Ne ris pas. Le cuisinier de l'évêque en a acheté 3 boîtes la semaine dernière. Les moules refroidissent plus vite en hiver, alors tu les poses près du volet ouvert, là où la brise glacée tranche dans la puanteur comme une intervention divine. Tu éventes la fumée avec un chiffon plié qui prend immédiatement feu. Tu le laisses tomber, l'écrases du pied, marmonne quelque chose de pas très pieux et espère que la Vierge Marie n'écoutait pas. Vers la fin de la matinée, ton apprenti arrive un adolescent maigre qui insiste pour porter sa ceinture 2 crans trop serrée et qui a déjà essayé de mouler une bougie en forme d'épée. Tu lui files le pire boulot. Gratter la cire durcie au sol avec une cuillère émoussée. Il jure en dialecte cappadocien et tu fais semblant de ne pas comprendre. Tu comprends parfaitement. La commande spéciale du jour vient de Sainte-Sophie. Ce qui veut dire que tu dois produire 3 douzaines de bougies propres, sans suie, avec une odeur minimale et assez grande pour faire plisser les yeux d'un évêque avec révérence. Alors tu filtres le suif à travers du lin, un processus si lent et collant qu'on dirait que tu traites une limace.
Tu marmonnes encore à propos de ta jalousie envers la cire d'abeille. Parfois, un rat file dans le coin du fond, s'arrêtant juste pour te jeter un regard de jugement. Tu lui offres un crouton de pain, il le renifle, puis disparaît. C'est ton public maintenant. À midi, l'air dans l'atelier est saturé des fantômes de 10 000 bougies brûlées. Tu ouvres brusquement le rideau pour respirer et manques de peu de rentrer dans un voisin qui veut savoir si les rumeurs sont vraies. Le cousin de l'empereur allumerait-il encore des bougies votives pour conjurer la peste? Tu hausses les épaules. Tu fabriques juste les bougies. Que ça chasse les ténèbres ou les démons, c'est le problème de quelqu'un d'autre. Et pourtant, il y a quelque chose de réconfortant dans le rituel. Le simple geste d'allumer une flamme, de réchauffer une pièce, de prier dans le vacillement des ombres, ça compte, même si la bougie a commencé sa vie comme une motte de graisse de mouton que tu as traînée dans une flaque. Tu t'assois, étends tes mains douloureuses et comptes les rangées moulées en train de se solidifier sur les étagères. 24. Juste assez de temps pour en faire d'autres. La journée n'est qu'à moitié terminée. La cire est tiède entre tes doigts trop tièdes, honnêtement, et tu lâches un sifflement quand une goutte s'infiltre dans ta manche. Voilà à quoi ressemblent généralement tes après-midi, penchés sur des mèches suspendues, à tremper encore et encore, jusqu'à ce que tes jointures te fassent mal et que tes bras ressemblent à des cordes détrempées. Tremper, soulever, tourner. Tremper, soulever, tourner. Fabriquer des bougies, c'est à la fois incroyablement monotone et constamment en feu. Tu es passé maintenant à la bonne matière, la cire d'abeille. Un lot spécial pour un client au portefeuille plus profond et au nez plus délicat. Elle dégage une légère odeur sucrée, comme des fleurs sauvages mêlées à la poussière chaude. Tu laisses le suif durcir dans ses moules froids, fermes et peu romantiques pendant que la cire d'abeille fond lentement à côté en un or fondant, épais et luxueux. La cire d'abeille est plus noble. Elle brûle plus longtemps, plus proprement, et avec cette douce senteur de miel qui dit au monde « J'ai 3 cousins dans le clergé et je possède des terres ». Les moines l'adorent, les scribes impériaux la jurent indispensable. Même certains propriétaires de bains allument une chandelle en cire d'abeille à l'entrée juste pour montrer qu'ils ne sont pas des barbares. Ce qui est ironique, car la lumière d'une bougie ne peut rien contre l'odeur du ragoût de bain et des pieds mouillés. Pendant que la cire fond, tu prépares les mèches. Ce ne sont pas de simples ficelles, ce sont des fibres de lin soigneusement filées, bouillies dans de la lessive, rincées, puis séchées dans les poutres où elles pendent comme des nouilles fantomatiques. Les apprentis les détestent. Elles s'en mêlent facilement et sentent légèrement le fromage aigre. Tu les mesures à la longueur de tes doigts, non pas par précision, mais parce que tu as perdu ta règle l'an dernier et ne l'as jamais remplacée. L'atelier devient de plus en plus chaud à mesure que le feu enfle. Tu ouvres davantage le volet. Dehors, quelqu'un hurle à propos d'un âne disparu et un coq semble avoir fait son nid dans l'auvent du boulanger. Tu ignores tout cela. Aujourd'hui, tes doigts sentent la cire d'abeille et le savon, et pour une fois, pas les entrailles. C'est déjà une victoire. Tremper, soulever, refroidir. La première couche ne ressemble à rien trop fine, trop triste. Mais tu continues, construisant les bougies couche après couche comme un peintre ajoute de la couleur à l'auréole d'un saint. Et oui, parfois tu t'imagines artiste, sculpteur de cire, jusqu'à ce que ton apprenti renverse une marmite entière de cire sur le devant de tes sandales et que la réalité te rattrape. Tu fais une pause pour t'étirer. Tes épaules craquent. Tu es debout depuis l'aube, penché sur des cuves et des flammes comme une sorte de contorsionniste en pénitence. Les Byzantins n'avaient pas de chiropracteur, mais s'ils en avaient eu, tu leur devrais la moitié de ton revenu et au moins 2 doigts. À ce moment-là, tu passes la main dans tes cheveux, oubliant que tu manipules de la cire chaude depuis 6 heures. Tu te retrouves avec un casque surprise de paillettes dorées. Tu ressembles à une statue d'Apollon très fatiguée. Ce n'est pas grave, personne ne regarde. L'un de tes clients passe un jeune moine du monastère de Studio, la robe retroussée pour éviter les caniveaux, les sandales boueuses. Il veut échanger des galettes de poisson contre des bougies. Tu fais semblant d'hésiter, puis acceptes. Les galettes sont immondes, mais les ragots du monastère sont inestimables. Il te raconte que l'archidiacre a fait tomber une bougie dans le bénitier la semaine dernière et que l'eau a fumé pendant 10 minutes. Il débat encore, miracle ou très mauvaise cire. Tu hoches la tête avec sagesse et promets d'ajouter plus de prières à la prochaine fournée. Il rit, t'offre une galette en plus et repart avec un paquet noué dans du lin. Les historiens se disputent encore pour savoir si les fabricants de bougies byzantins avaient des fonctions religieuses officielles si allumer l'autel donnait un prestige spirituel ou relevait simplement d'un bon timing. Ce qui est certain, c'est que ton travail accompagne chaque rituel. Des grandes processions cathédrales aux vieilles femmes marmonnant leurs prières devant un simple moignon brûlant dans une soucoupe d'huile. Tu as déjà fabriqué une bougie pour un mariage. La mariée voulait des roses sculptées à la base.
Il t'a fallu 4 essais, une loupe et un nerf coincé dans la nuque. Elle ne l'a jamais allumée. Elle est restée sur son étagère des années à prendre la poussière jusqu'au divorce, moment où, paraît-il, elle l'a jetée à sa belle-mère. L'art a bien des destins. Les bougies en cire d'abeille sèchent maintenant élancées, dorées, droites comme des soldats. Tu en testes une, la portes à ton nez, inspire le fantôme de lavande que tu as ajouté sur un coup de tête. Ce n'est pas mal, un peu théâtral, mais tes clients aiment un peu de drame, tant que la flamme ne coule pas sur leur manuscrit. Dehors, la ville bourdonne. La flamme d'une bougie ne propage pas que la lumière, les rumeurs, les marchés, les cuisines de monastères, tout le monde se mêle des affaires de tout le monde. Tu as un jour entendu qu'un scribe du palais n'allume ses bougies qu'en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre, sinon ses mots sortent maudits. Une autre cliente insiste pour que sa cire vienne de ruches proches des buissons de romarin, sinon son mari ne dort pas bien. Le plus étrange ? Un soldat a juré que tes bougies repoussaient la peste parce que sa mère en enterrait une sous le seuil chaque printemps. Tu as failli lui demander un témoignage, puis tu t'es ravisé. Certaines choses sont vraies, d'autres sont absurdes. Tu hoches la tête, souris et vends les bougies. Alors que la lumière passe en biais par ta fenêtre, attrapant des poussières de cire dans des rayons dorés, tu t'accordes un instant. L'air est dense mais chaud. Les bougies brillent faiblement sur leurs étagères, encore molles au toucher. Tu ne reçois pas d'éloge pour ça, pas vraiment. Pas de médaille, pas d'hymne. Mais tu vois ton travail éclairer des tombes, des autels, des seuils, tu le vois vaciller sur les visages en deuil ou en prière. Ça compte. Et certes, le bout de tes doigts est devenu du cuir. Et oui, tu as définitivement brûlé une petite forme d'ange en cire dans ton établi, mais c'est ton métier. Dimain, tu recommenceras. Le lendemain matin, tu charges ta charrette. Enfin, charrette et peut être un mot un peu généreux. C'est un cadre en bois bancal avec 2 roues inégales, un essieu tordu et un pigeon extrêmement critique qui ne cesse de t'observer depuis la gouttière. Tu empiles les caisses avec soin. De longues bougies en cire d'abeille enveloppées de lin, de petites bougies en suif calées dans de la paille, et quelques spirales fantaisistes que tu as sculptées pour l'épouse d'un marchand qui jure qu'elle l'aide à dormir. Tu pars en direction du marché, le soleil peinant à dissiper la brume qui flotte encore sur les toits de Constantinople. La ville se réveille déjà en grognant, des marchands crient, des volets claquent, un ivrogne sort d'une taverne en citant Aristote, très mal. Tu évites une charrette tirée par un âne, manques de trébucher sur un tonneau de poisson et maudis doucement chaque pavé entre ton atelier et la Mèze, la grande route de l'Empire, et ton ennemi juré des chevilles. Tu as 3 livraisons aujourd'hui, une poissonnière braillarde sur le quai, un intendant des cuisines du palais, et une église perchée sur les collines qui te paie toujours en gâteaux, aux figues et promesses spirituelles floues. Tu commences par la poissonnière. Son étal empeste l'ambition et le ton. Elle a déjà les bras plongés dans un bar, criant des ordres à un garçon qui tient un calmar comme s'il l'avait insulté personnellement. Tu lui tends un paquet de bougies courtes. Elle les renifle, grimace d'approbation, puis te jette une bourse ridée qui sent le varech. Elle marmonne quelque chose au sujet de l'astrologue de l'empereur qui aurait allumé une de tes bougies avant de prophétiser des mardis pluvieux. Tu hoches la tête comme si tout cela avait un sens évident. Direction l'intendant du palais. Cet homme n'a jamais souri. Jamais. Il porte en permanence l'expression de quelqu'un à qui on aurait remplacé le cœur par un registre comptable. Il inspecte tes caisses comme s'il s'agissait de reliques sacrées, mesure les longueurs, teste la densité de la cire, tend même une bougie à son oreille comme si elle allait confesser quelque chose. Tu essaies de ne pas le prendre personnellement. Le palais a ses exigences, surtout pour les jours de fête, les couronnements ou les veillées d'urgence. Tu as déjà dû livrer 120 bougies sous la pluie parce qu'une cousine royale s'était cogné l'orteil et que quelqu'un y a vu un présage. Il grogne en signe d'approbation. Tu es payé, en cuivre, compté avec soin. Tu souffles, ajustes ta charrette et entames la montée vers la petite église sur la colline qui te doit encore un demi-pot de miel. Le marché bourdonne autour de toi, épices, étoffes, cris, poules et commérages qui volent comme des flèches. Et le voilà, un percepteur. Tu tentes de pivoter, trop tard. Il bloque ton chemin avec un sourire qui n'a rien de bienveillant. Marchand de bougies, dit-il. Tu soupires. Il existe une taxe sur la cire à Constantinople. Bien sûr qu'il y en a une. Elle est incohérente, rarement appliquée, et surtout symbolique, mais de temps à autre, un fonctionnaire doit montrer les dents. Tu lui tends une bougie courte, un peu tordue. Il la prend, la renifle, sourit encore plus largement, puis demande si tu as enregistré ta cire d'abeille. Les historiens débattent encore pour savoir si cette taxe byzantine sur la cire était réellement appliquée ou si elle servait surtout d'excuse pour une petite extorsion.
Ce qui est certain, c'est que personne n'aime devoir expliquer pourquoi la moitié de ton stock sent la chèvre et l'autre moitié le paradis. Tu ouvres ton registre, feins la confusion, marmonne à propos d'une commande urgente d'une abbesse. Il te fait signe de passer. La bureaucratie, c'est une bougie, elle aussi, elle brûle lentement, coûte trop cher et laisse parfois tomber de la cire fondue sur tes sandales. Tu arrives à l'église, sur la colline, juste avant midi. Le prêtre t'accueille avec un sourire. De la farine sur sa soutane, il a encore fait du pain. Tu échanges les bougies contre du pain et des gâteaux aux figues. Pas de monnaie. Mais le prêtre ajoute toujours une bénédiction qui te fait te sentir un peu mieux à propos de tes choix de vie douteux. L'église sent l'encens, la pierre et la vieille cire. Dans l'ombre près de l'autel, tes anciennes bougies sont toujours là brûlées à moitié, formant des flaques douces dans leur support. L'une est déformée par la chaleur, penchée comme un philosophe ivre, mais elle brûle encore. Tu t'arrêtes. C'est étrange de voir ton travail ici fondu, vacillant, tranquille. Pas d'apprenti qui crie, pas de cuve bouillante. Juste le murmure discret de la foi, de la mémoire, de la lumière qui fait son travail sans bruit. Tu souris, juste un peu. Sur le chemin du retour, tu passes par le petit marché près des citernes. Quelques enfants vendent des bouts de bougies miraculeuses. Ils disent que l'une a guéri une boiterie, une autre brillait en bleu et une troisième brûlait à l'envers sans goûter. Tu plisses les yeux. Ce sont toutes les tiennes. Tu songes brièvement à les corriger. Puis tu te souviens du percepteur et décides que l'univers te doit bien ça. Un petit groupe de femmes est rassemblé près d'une fontaine, des bougies à la main. Elles attendent le coucher du soleil pour une veillée. Tu en reconnais une, elle t'a acheté une chandelle en cire d'abeille il y a 2 semaines. Elle croise ton regard, sourit et lève légèrement sa bougie comme un toast discret. Tu réponds d'un signe de tête. Il y a de la fierté dans ta poitrine, cachée sous les cloques de cire et la douleur à l'épaule. Tu ne portes pas d'insigne. Personne ne chante de chansons pour la guilde des chandelles. Mais ton travail est partout sur les tables, dans les églises, près des lits où naissent des bébés, dans les mains qui tremblent de deuil. Tu n'allumes pas les flammes, mais tu les rends possibles. De retour à l'atelier, l'odeur t'assaille de nouveau suif, fumé, cette note persistante de cire d'abeille est quelque chose de nouveau, de la menthe. Ton apprenti a clairement tenté un autre baume expérimental. Tu es terrifié, tu es curieux, tu le testeras sur le rat. Tu déballes les caisses vides, nettoies la table et allumes une petite bougie juste pour la voir briller. La flamme danse sur le mur de pierre comme si elle chuchotait des secrets. Ce n'est pas un métier glorieux, ni propre, mais c'est le tien. Demain, tu éclairas encore le monde d'une mèche de graisse de mouton à la fois. Le soir à Constantinople a le goût de fumée et de pain chaud. Le ciel se teinte d'un violet profond, tandis que tu sors de ton atelier, le tablier encore couvert de flocons de cire, les doigts raides après une nouvelle journée de trempage et de moulage. Tu as mérité du repos, mais bien sûr, il reste encore une étape avant de dormir. Tu portes un panier de bougies variées, certaines fines et cérémonielles, d'autres courtes et pratiques, et te diriges vers la chapelle à la lisière de ton quartier. On a besoin de toi ce soir pour une veillée. La fille du cousin de quelqu'un est malade, ou peut être un oncle. Honnêtement, les détails changent, mais les bougies restent les mêmes. La chapelle est minuscule, taillée dans la pierre, nichée entre 2 maisons penchées comme des frères fatigués. Tu y as déjà allumé des dizaines de bougies. Tu connais les sons, le murmure bas des prières, le froissement doux des voiles, les sanglots lents que les gens prétendent être de simples soupirs. Tu as même appris à marcher sans que tes sandales ne grincent sur le sol en pierre. À l'intérieur, il fait déjà sombre. Quelques lueurs vacillent à l'avant, la cire fondant dans des supports en fer forgé en forme de vigne. Tu avances doucement, posant ton panier près de l'autel. Le prêtre te salue d'un sourire fatigué. Sa soutane sent vaguement le vin et l'encens ancien. Tu commences à allumer les nouvelles bougies une par une, mèche par mèche. C'est presque méditatif. Tu frappes le silex contre la fibre, fais naître la flamme, puis la guides vers la mèche en attente. Elle prend, respire, vacille. Et soudain, l'espace paraît plus chaud, moins incertain. Tu n'es pas le centre de cette scène. Tu n'es ni le pleureur, ni le prêtre, ni le guérisseur. Mais ton travail est là, brillant doucement dans les coins, projetant de longues ombres tendres sur des visages que tu ne connais pas. C'est quelque chose. Quelqu'un chuchote derrière toi. Un homme prononce le mot miracle. Un autre dit « La fièvre est tombée ». Peut être parle-t-il des bougies, peut être pas. Dans tous les cas, personne ne demande d'où vient la lumière. Ils ne le font jamais. Les historiens débattent encore pour savoir si les artisans du quotidien comme les chandeliers, les potiers, les boulangers comprenaient pleinement leur influence dans la société byzantine.
Certains disent que vous étiez invisible. D'autres affirment que vous étiez l'échafaudage secret qui soutenait la vie quotidienne. Tu sais que la vérité se trouve probablement entre les deux. Invisible, oui, mais essentiel. Plus tard, après la veillée, tu t'assois dehors, devant la chapelle, avec une tasse de lait de chèvre chaud, pas ton premier choix, mais tu as connu pire. Le prêtre te rejoint. Il ne dit rien au début. Il regarde simplement les réverbères s'allumer, certains à l'huile, d'autres à la bougie. Tu lui indiques lesquels sont les tiennes. Il rit doucement. Vous parlez de tout et de rien. Du temps, du percepteur, d'une rumeur sur une nouvelle relique venant d'Antioche. Puis le prêtre soupire et dit « Tu sais, je crois que les gens oublient que la lumière doit bien venir de quelque part. » Tu ne réponds pas. Tu bois ton lait et observes un papillon de nuit tenter d'embrasser une flamme. Quand tu rentres enfin chez toi, tes jambes ressemblent à de l'argile mouillée. Tu te laves les mains dans une bassine fissurée, même si la cire ne quitte plus vraiment ta peau. Un pot de ragoût d'orge mijote sur le feu, laissé par ta voisine. Elle insiste toujours sur le fait que tu es trop maigre. Tu ne discutes pas. Tu manges à la lumière d'une bougie. Pas l'une de tes plus jolies, juste une petite chose trapue, avec une mèche tordue et un léger penchant vers la gauche. Elle dégage une odeur quelque part entre la poussière chaude et le réconfort. Elle vacille légèrement dans le courant d'air de la fenêtre. Tu penses au festin de l'empereur, aux grands arbres de bougies dorées de Sainte-Sophie, à l'encens tourbillonnant et aux mosaïques dorées éclairées par des flammes que tu as aidé à créer. Puis tu penses à la vieille veuve au bout de la rue qui achète exactement une bougie par semaine et dit qu'elle parle au fantôme de son mari à sa lumière. Ce sont tous les deux tes clients. Et d'une étrange manière, ils ont tous les deux raison. Tu t'allonges sur ta paillasse, les muscles encore vibrants des efforts de la journée. La pièce sent vaguement le suif, la laine et le sommeil. Ta dernière pensée avant de t'endormir est celle-ci, demain encore de la lumière. Et enfin, la paix. La nuit s'approfondit maintenant, lentement et calmement, comme la cire qui refroidit dans une fenêtre ouverte. Les bruits de la ville s'estompent, le fracas des charrettes, les aboiements des chiens, les cris des marchands, tout se fond en un murmure derrière tes paupières closes. Tu imagines ton petit atelier en train de se reposer, lui aussi, les outils sont propres, le chaudron vide, les bougies toutes alignées comme de petits soldats endormis. La cire s'est stabilisée, durcie, refroidie. Et tes mains? Elles se reposent enfin libérées de la flamme, de tout mouvement, simplement immobiles. Dans le silence, tu visualises les petites lumières que tu as fabriquées aujourd'hui vacillant dans les églises, se reflétant sur des icônes, brillant sur les tables de cuisine. Une armée tranquille de chaleur. Certaines brûlent encore, d'autres sont déjà consumées. Mais toutes sont réelles. Tu respires plus profondément maintenant, plus lentement. Le parfum de la cire d'abeille et du pain reste dans ta mémoire, doux et diffus. Même les douleurs de ton corps semblent loin, comme si elles appartenaient à quelqu'un d'autre, dans une autre pièce, un autre temps. Le ciel au-dessus de Constantinople passe du violet au velours. Une brise traverse la ville, caresse les toits et les cours, portant avec elle une promesse douce. Demain viendra. Les flammes seront rallumées. Et le monde, dans sa discrète façon, se souviendra des mains qui ont fabriqué sa lumière. Alors ferme les yeux, laisse les ombres s'installer, laisse la chaleur t'envelopper. Tu as assez fait. Tu es suffisant. Dos maintenent.